Autant on ne parlait pas trop de détoxination il y a encore une quarantaine d'années, autant aujourd'hui on peut être dans une recherche effrénée de se détoxifier. Vous avez même des magazines féminins qui vous vantent des choses comme purifier votre organisme avec telle tisane, tel draineur, telle activité. Donc c'est quelque chose qui est recherché, vanté et pratiqué de plus en plus. Comme si c'était une nouveauté. Alors que la détoxination, il n'y a pas besoin de l'étudier, de la conceptualiser, ni même de chercher à la pratiquer pour qu'elle se fasse. Tout simplement parce que c'est une fonction inhérente à notre organisme. Et il y a toujours une dualité en tout, un aspect yin-yang, pour reprendre un aspect plus chinois ou asiatique de vision de la chose, taoïste un peu, une vision taoïste. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de détoxination propre à la mécanique du corps dès sa création, il y aurait mort de l'organisme. On est fait pour digérer, ingérer, capter des éléments énergétiques, des nutriments qui viennent de l'alimentation, puis de l'oxygène qui vient de l'air, qui vont venir irriguer, nourrir les cellules pour qu'elles accomplissent des processus physiologiques liés aux 11 systèmes du corps humain, le système digestif, le système nerveux, le système endocrinien, etc. etc., etc. Et donc le fruit de ces activités cellulaires vont générer des déchets. À l'échelle macrocosmique, c'est nous avec le CO2. Donc tout fonctionne sur cette loi d'équilibre. Les végétaux y compris, les êtres vivants et humains y compris. Donc en travaillant, en accomplissant des processus physiologiques, on génère des déchets. C'est le simple fait de vivre génère des déchets, donc des toxines. Donc évidemment, la nature étant parfaitement faite, il y a des processus qui sont mis en place dès le départ pour réguler ces toxines. Même au niveau intra-utérin, vous avez le placenta qui prend cette position-là. Ensuite, ce sont les reins, même s'ils ne sont pas encore matures, pour le nouveau-né, sa respiration. Et puis, l'utilisation nouvelle de ces selles. Voilà, il y a trois organes majeurs qui se mettent en place dès la naissance, qu'on appelle émonctoires. Les reins, les intestins et les poumons. Puisqu'avant, ils se détoxifiaient uniquement via le sang, irrigué par celui de sa maman et drainé donc par le placenta. Quand on devient adulte, il y a deux choses qui vont se passer. On va s'intoxiquer davantage et avoir davantage d'efficacité au niveau des organes émonctoires. J'en ai cité 3, on peut en rajouter 2 autres. La peau, qui est une muqueuse d'échange interne et externe. Donc pour la détoxination, ça sera la sudation évidemment. Mais aussi les problèmes, si on parle de l'enfant, ce qu'on appelle les croûtes de lait, entre guillemets, qui sont assez bien nommées en général. L'eczéma, les dermatites de toutes sortes, voire le psoriasis. Et puis les selles seront plus ou moins odorantes. On remarque que l'enfant a des selles couleur jaune d'or, inodore s'il est allaité avec le lait de sa maman. Et s'il y a du lait de vache, elles vont être beaucoup plus odorantes, pour ne pas dire pestilentielles, et un peu plus verdâtres. Donc là aussi, organe relais excréteur, intestin. Même chose avec les urines, ça on ne le constatera pas trop avec l'enfant, puisqu'en définitive ses reins ne sont pas vraiment matures avant 2 ans, voire plus. Mais après on va le constater que ces urines vont être plus ou moins chargées, plus ou moins odorantes,
plus ou moins épaisses, selon ce qu'il aura ingéré. Là, on les voit dès le départ, dès le début de notre vie, les processus de détoxination, à quel point ils sont à l'œuvre. Pour nous. Et ils répondent à des besoins physiologiques précis, et les organes filtres, autrement appelés émonctoires, sont là pour ça. Donc la détoxination, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être un questionnement, ça ne devrait pas être un but. Pourquoi ça en devient un de problème et pourquoi ça devient un but? C'est quand on arrive face à un constat de trop plein. La détoxination devient un problème quand il y a plus de toxines à gérer que la capacité intrinsèque du corps à mobiliser et excréter ces toxines. Donc il y a un différentiel entre les toxines apportées ou générées et notre propre capacité à les éliminer ou filtrer par le foie, les reins, les intestins, la peau ou les poumons. C'est uniquement la question qu'on devrait se poser. Ça, c'est une question de responsabilisation qui est à la fois individuelle et collective. Individuelle lorsqu'on peut maîtriser notre contexte de vie, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Donc là, il est soumis à l'influence de la pédiatrie et de ses parents. Et collective, parce que évidemment, on est dans nos habitudes de vie conduit et influencé par les us et coutumes culturels, sociaux et familiaux. Si on parle simplement d'alimentation, selon que je sois né dans telle ou telle famille, qui a tel ou tel niveau social, qui habite dans telle ou telle région, je mangerai complètement différemment. Parce que je suis que le produit d'habitude. Donc on va dire souvent qu'une pathologie est génétique. Exemple, l'insuffisance rénale, le diabète, la colopathie, etc. Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes habitudes de vie, donc l'épigénétique, qui est plus à mettre en considération que la génétique elle-même? La science de l'épigénétique aujourd'hui nous montre que c'est 80%, les maladies c'est 80%, la déterminaison épigénétique plutôt que la génétique. Certes, on peut hériter d'organes petits. Si je nais avec des petits reins, donc c'est un souci génétique, évidemment qu'il faudra que je les materne, que j'y fasse attention. Si je nais avec un foie gros et un peu congestionné, évidemment, il faudra que je fasse attention à tout ce qui est néfaste pour le système hépatico-biliaire. Donc ce qui va faire la différence, ce qui va faire pencher d'un côté ou d'un autre de la barrière, ça va être la toxémie. Si je vais donner peu de travail à mes petits reins, pas de souci. Si je vais leur donner beaucoup de travail, évidemment qu'ils seront mis en alerte beaucoup plus précocement. Et là, il y a tout un tas de mécanismes relais qui vont se mettre en place. En naturopathie, on dit par exemple que la peau, c'est le troisième rein. Donc, la personne eczémateuse, qui est sujette au psoriasis, qui a une irritation du cuir chevelu, qui prend des coups de soleil facilement, qui a une sudation abondante et malodorante, a toutes les chances d'avoir des reins surchargés en toxines. Donc celle-ci a tout intérêt à détoxifier son organisme. Je parlais de l'alimentation, mais imaginons que vous soyez né dans une famille où il y a beaucoup d'activités au grand air, de la marche, de la randonnée, du sport, du vélo, etc. Ici, vous viendrez stimuler votre émonctoire poumon, qui est absolument fondamental. Puisqu'en faisant des activités physiques au grand air, vous videz votre volume d'air résiduel qui est toxique, puisque essentiellement composé de CO2, et en plus vous allez activer la circulation de l'ensemble du CO2 de l'organisme, et faire rentrer davantage d'oxygène alcalinisant. Et là, vous allez avoir un émonctoire puissant. Mais si je ne fais pas beaucoup d'activité physique, je vais avoir une cage thoracique qui se développe peu, un volume pulmonaire faible, et en plus un volume d'air renouvelé petit. Donc là, on est aussi sur l'habitude de vie plus que sur la génétique. Les poumons sont trop souvent mésestimés quant à leur capacité à tamponner
certains acides, notamment les acides faibles des végétaux, notamment fruits, qui vont générer une forme indirecte de toxémie. Mais également tout l'ensemble du processus cellulaire. Donc les poumons devraient être considérés comme un organe phare de la détoxination. Or, on va avoir davantage tendance à parler du foie et des reins et des intestins. Mais ce sont vraiment les poumons, avec leur grande capacité, 5 litres quand même, qui peuvent faire un gros travail. Le meilleur exemple, c'est de voir ce qu'on peut faire et aboutir comme résultat lors d'une biorespiration. Et là, on comprend ce que c'est que la toxémie, on comprend ce qu'est l'équilibre acido-basique. Toujours garder en tête que le moment où on se dit « je devrais détoxifier », c'est déjà un constat d'erreur. Un constat d'erreur dans l'hygiène de vie. Quelles sont les sources de toxémie? Elles sont multiples et je dirais de plus en plus multiples. Pourquoi? Puisque avec la modernisation du monde, on a créé de nouvelles sources de toxémie. Les ondes électromagnétiques, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, sous différentes formes, c'est-à-dire des pollutions qui n'existaient pas il y a 60 ou 70 ans, sont à intégrer nouvellement. Or, on n'a pas eu de nouveaux organes filtres. Il n'y a pas eu de mutation génétique pour s'adapter à ça. Aussi, on a intégré des aliments largement modifiés, les OGM, les additifs alimentaires, les exhausteurs de goût, etc., etc., etc. On a également hybridé les aliments au niveau de leur ADN. On a stocké l'eau dans dans des bouteilles avec du bisphénol, des biberons avec du bisphénol, tout ça. Et puis également, on vit dans un monde qui est de plus en plus stressant. Donc ce stress va nous affecter négativement et a un impact bien supérieur à une mauvaise alimentation. Donc ce sont, entre guillemets, des nouvelles formes de toxémie. Si la maladie a toujours existé, autrefois c'était beaucoup plus des maladies carentielles qu'aujourd'hui où c'est des maladies d'excès. Mais on le voit à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'une grande majorité des individus sont déficients au niveau des carences, l'hémisphère sud, et une grande majorité des individus sont malades par excès dans l'hémisphère nord. Et donc l'hémisphère nord est beaucoup plus touché par la toxémie, par une alimentation qui est pléthorique, excessive, un mode de vie qui est dense et excessif, des temps de repos insuffisants. Or, si vous déjeunez le matin, ça sous-entend que vous jeûnez la nuit. Alors un repos qui n'est pas physiologique et suffisant entraînera une mauvaise détoxination. C'est pour ça que le matin vous vous réveillez la bouche pâteuse, les urines plus foncées, ou en ayant peut-être transpiré. Parce que vous avez passé votre nuit à détoxifier. Plus les signes que je viens de citer sont marqués, plus il y a de toxines à éliminer. Il n'est pas nécessaire que le matin au réveil, il n'y ait pas une odeur agréable dans la chambre. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait des sudations. Mais tout ça, ça dénote un travail de détoxination et donc d'une toxémie très certainement trop importante. Tous ces signes-là, qui sont considérés aujourd'hui comme tout à fait banals, devraient nous alerter, en fin de compte, sur un déséquilibre entre le volume de toxines à excréter et notre capacité à le faire. Dans son histoire, l'homme a plus connu la famine que l'abondance, et ces périodes de famine, forcées,
nous forçait à nous restreindre au niveau alimentaire. Donc il y avait des phases de détoxination saisonnières et annuelles. Ça, c'était, je dirais, pour tout un chacun. Ensuite, l'influence religieuse, et je dirais même les influences religieuses, ont fait que il y avait des séquences dans l'année où il y avait des restrictions, voire des privations de nourriture. C'est le cas chez les hindous, c'est le cas chez les musulmans, c'est le cas chez les chrétiens, c'est le cas chez les juifs, pour citer les religions les plus populaires. Donc il y a toujours eu cette notion, là c'était un travail spirituel, mais on peut le voir de manière tout à fait pragmatique au niveau du corps seul, de détoxination, de nettoyage et entre guillemets de purification. Aujourd'hui, pour X ou Y raison, c'est moins suivi. Ou mal suivi. C'est-à-dire que le carême n'est plus pratiqué comme il devrait être, de la même façon que le ramadan n'est plus pratiqué comme il devrait être, puisque on est passé d'une alimentation nocturne restrictive à quelque chose qui est assez riche, voire trop riche, pour certains individus. Et donc, ces phases de détoxination qui étaient tout à fait bienvenues et routinières pour l'ensemble de la société n'existent plus. Et là, on est plutôt dans une période d'ultra-abondance, de jouissance, de plaisir, d'exacerbation, voilà, des plaisirs de la vie, sans pour autant se donner l'opportunité d'équilibrer tout cela par une activité physique au grand air, par un repos suffisant et par des périodes de restriction. Qu'est-ce qui se passe en définitive dans la cellule quand il y a trop d'informations qui arrivent? Comme vous lorsque vous êtes surmené au travail. Imaginez un travail à la chaîne, une usine, où des personnes travaillent à la chaîne, ou même dans un bureau, où les personnes sont interdépendantes les unes des autres. On va prendre l'exemple des dossiers, par exemple. Des dossiers arrivent pour être traités au sein de l'entreprise. Et puis, l'ensemble des individus qui travaillent dans cette société ont une capacité à gérer 10 dossiers par jour, de manière efficace et sans erreur. Pour X ou Y raison, par exemple, le patron a décroché un nouveau contrat. Donc, si on continue la métaphore, vous êtes invité régulièrement à des repas chargés avec des amis pour gérer d'autres dossiers alimentaires. Donc le patron, pour revenir sur le monde de l'entreprise, a un contrat pour 12 dossiers quotidiens. Donc réunit son équipe et dit: est-ce que vous êtes en capacité de gérer 12 dossiers? C'est un surplus exceptionnel, anecdotique, c'est envisageable pour les individus. Donc il y a une cadence, 12 dossiers. Mais si le patron constate que ça tient pour 12 dossiers, un temps, pourquoi pas faire 12 dossiers tout le temps, voire de manière exceptionnelle, faire 14 dossiers par jour. Et là, on va voir apparaître quelques erreurs, parce que, évidemment, on est en hyperactivité. Et donc, il y aura des erreurs de fait à un moment de la chaîne, mais qui va se répercuter sur un autre moment de la chaîne. Et il faut quand même que ça continue à tourner, que le système continue à tourner. Donc on va stocker des dossiers qui n'arrivent pas à être traités, où il y a des erreurs. On va les mettre dans des tiroirs, puis quand ils prendront trop de place, dans des armoires, etc. C'est ce qu'on fait nous avec nos déchets cellulaires. On a une capacité X à gérer ces déchets par les organes filtres. Temporairement, on peut leur demander un travail accru, mais ce qui se passe généralement dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on les met en sursollicitation permanente. Or, eux aussi vont trouver différentes formes de tiroirs, différentes formes d'armoires pour stocker ces déchets. Au niveau extracellulaire et au niveau lymphatique, dans la lymphe. Donc, ce faisant, imaginez-vous travailler de manière exacerbée, au-delà de vos limites. Vous allez faire des erreurs, vous allez être fatigué. Et au bout d'un moment,
vous ne pourrez tout simplement plus rien faire. Et là, c'est quand l'organisme se met en panique et ne peut que très peu éliminer, et est épuisé nerveusement, épuisé organiquement. Si je suis chef d'entreprise, que je constate ça, les dossiers arrivent, mais mes employés ne peuvent plus les traiter. Il est plus intéressant pour moi que je les mette au chômage technique pour qu'ils se reposent et qu'ensuite ils reviennent au travail. Ça, c'est ce qu'on appellerait jeûner. Se mettre en diète de travail. Mettre au repos le système digestif assimilatif. Mettre au repos les apports externes pour qu'ensuite, une fois que les employés soient reposés, retournent au travail, non pas pour traiter les dossiers nouveaux qui vont arriver, mais aller fouiller dans les tiroirs et dans l'armoire pour extraire les dossiers compliqués qui n'avaient pas pu être gérés, les traiter, les amener à l'autre bout de la chaîne, et ensuite pouvoir recommencer à retraiter de nouveaux dossiers. Ça, c'est le jeûne qu'on pourrait considérer à l'eau. On pourrait dire, tiens, qu'est-ce qu'une monodiète de fruits? Eh bien, ça serait 3 dossiers par jour. Une diète uniquement végétale, c'est peut-être 5 dossiers par jour. Et c'est sous cet angle-là de travail exigé au corps, par rapport au volume de toxines apportées et à la capacité à les traiter, qu'il faut voir les choses. La toxine n'est pas mauvaise en soi. Il ne faut pas être manichéen là-dessus. Sinon, c'est nier la vie même. Ce qui est mauvais, c'est l'incapacité à s'adapter. La capacité à s'adapter, elle est évidemment unique et individuelle, propre à chaque personne. Mais il y a quand même des constantes. Il y a des éléments qui vont être plus lourds à gérer que d'autres. Il y a des dossiers qui seront plus ou moins compliqués. Là, c'est quand on se place dans un mode de vie peu physiologique. À quel niveau? Évidemment, si je dors peu. Si je suis stressé. Si je grignote tout le temps. Si je surmange et que je prends des aliments non physiologiques, raffinés, modifiés, non bio, en n'étant pas souvent à l'air libre, en étant devant un ordinateur toute la journée, en buvant l'eau du robinet, et en étant stimulé par de mauvaises choses et en ayant des relations sociales peu épanouissantes, eh ben c'est certain que je veux mobiliser beaucoup plus de toxines qu'une personne qui vit au grand air, qui a des relations sociales saines, qui arrive à faire des activités comme du qigong, du yoga, des promenades en forêt, à boire de l'eau de source, à manger 2 ou 3 repas par jour, ne pas grignoter, à satiété, essentiellement bio, végétal. Et qui va faire des exercices de pleine conscience pour gérer ses émotions. Bon ben là, évidemment, il y aura un fossé entre ces deux individus. Le but, c'est pas de juger et encore une fois de chercher la perfection, mais de connaître ses limites. Et elles nous sont propres à tous. On peut habiter en ville, on peut habiter à la campagne. On peut avoir une facilité d'accès à des aliments frais biologiques, de saison, ou pas. On peut vivre dans un contexte plus ou moins pollué au niveau de l'eau et de la terre. On peut avoir un travail plus ou moins stressant. Il faut connaître notre capacité d'adaptation et ce volume de toxines. On a trop tendance, de manière erronée, à tout restreindre à l'alimentation. Or, ce n'est absolument pas la seule source de toxines. Par contre, c'est celle qui est la plus maîtrisable. C'est dur de maîtriser les rapports qu'on peut avoir avec ses collègues de travail. C'est compliqué de maîtriser l'air, l'eau qu'on respire. Ça peut être compliqué des fois de gérer son sommeil, pour des contraintes familiales, pour des contraintes environnementales, s'il y a du bruit la nuit. Par contre, l'alimentation, c'est pour moi le levier sur lequel on peut le plus agir. C'est pour ça que souvent, on le met en premier. Mais ce n'est pas le premier, moi je répète que ce sont les émotions. Reste que, on peut déjà faire un énorme travail.
En accomplissant des processus de détoxination complets, on va voir tout un tas de symptômes s'éteindre. La majorité des pathologies faisant leur lit sur un terrain en acidose, l'acidose étant générée par les toxines acidifiantes, évidemment qu'en accomplissant des processus de détoxination, je vais amoindrir ou éteindre ces symptômes, quels qu'ils soient. Ça peut aller cheveux trop secs, cassants, pellicules, qui montrent un engorgement du système lymphatique, peau grasse sur le visage, éruption cutanée, acné, dermatite, psoriasis, zona, douleur articulaire, fatigue oculaire, infection urinaire, constipation, diarrhée, pancréatite, ulcère d'estomac, et tant d'autres. Tous ces symptômes-là renvoient en définitive à la même cause, excès de toxines. C'est pour ça qu'on qualifie souvent de simpliste l'approche de la naturopathie. C'est vrai et c'est faux. Et à chaque fois on dit j'ai ça, c'est l'acidose, c'est les toxines. C'est la réponse, je dirais presque toute faite. Alors c'est vrai, parce que oui, c'est le cœur de la maladie, et c'est faux parce qu'évidemment on est beaucoup plus subtil que ça. Reste que le constat physique est celui-ci. Et donc, ce qui est proposé généralement, je parle de naturopathie, mais c'est la même chose. La naturopathie, c'est l'approche européenne de l'humain, mais vous aurez la même chose en médecine traditionnelle chinoise, avec la notion du tan, ou vous aurez la même chose en Ayurveda. Ces trois sciences-là, approche ou technique, peu importe, si on veut jouer sur les mots, vont être complètement différentes au niveau de leurs approches. Et à chaque fois, on tente de les opposer. Il faut plutôt voir les points de recoupement, et ils sont nombreux. Et à chaque fois, c'est de rééquilibrer l'hygiène de vie, ne pas s'attarder aux symptômes, mais de s'attarder à la lourdeur de la toxémie et à la capacité des organes à retrouver une vitalité nerveuse suffisante pour drainer ces toxines. Au tout départ de cette causerie, je disais, il y a deux constantes. Le volume de toxines, je viens de décrire, et la vitalité pour les gérer. Un individu qui peut manger physiologique, à satiété, respirer un bon air, faire les bons exercices, etc., peut quand même être fortement toxémique s'il est épuisé nerveusement, ce qui est malheureusement de plus en plus courant dans le monde dans lequel on vit. S'il était question pour certaines personnes de mettre dans leur programme au présidentiel, de mettre le burn-out comme maladie professionnelle, bon, bien sûr, il y a un intérêt électoraliste derrière, mais c'est surtout parce que c'est un constat qui est grandissant. Et donc la personne en burn-out, vous pouvez la mettre dans les meilleures conditions par rapport à son hygiène de vie, ça ne marchera pas pour qu'elle se détoxifie, tant qu'il n'y a pas d'énergie nerveuse. C'est l'énergie nerveuse qui pilote la détoxination. Souvent, je vois en jeûne arriver des gens épuisés, et ces gens-là, leur variable qui montre une détoxination, c'est-à-dire perte de poids, augmentation de la pulsation cardiaque, ne se manifeste pas. Tout simplement parce que les premiers jours de jeûne vont être mis à contribution à refaire le capital nerveux, pour ensuite pouvoir détoxifier. Et ces personnes-là n'ont aucun intérêt, et ça serait même complètement antagoniste, voire dangereux, de déclencher un quelconque processus de détoxination. Là où le jeûne est intelligent, c'est qu'il va déterminer lui-même ses priorités. La personne épuisée chronique va jeûner et refaire ses réserves vitales avant de détoxifier. Et je vois souvent des individus qui sont frustrés quand je les encadre en jeûnant, en disant je vois les autres qui ont tel ou tel symptôme de détoxination, qui perdent du poids, qui ont le pouls qui s'accélère, la bouche pâteuse,
les urines foncées, moi je dis rien. Mais le corps, dans sa sagesse, refait déjà l'énergie nerveuse, et après 3-4 jours, c'est souvent comme ça, il y a une amorce de détoxination. Ce n'est pas 4 jours de perdu, parce que la personne, dans son quotidien, n'a jamais le contexte pour avoir ces 4 jours pour refaire de l'énergie nerveuse, et souvent c'est pendant des mois, voire des années, qu'elle recherche cet appui-là. Chercher à détoxifier sans avoir d'énergie nerveuse est dangereux pour l'organisme. Ça revient à quelqu'un qui est épuisé, de lui demander de travailler plus. Et évidemment qu'il va se mettre en danger. Il aura peut-être un accident de voiture en rentrant du travail parce qu'il est surmené. Il manquera d'attention pour tout ce qu'il fait. Et en fait, il vivra une vie en la survolant. La meilleure façon de se détoxifier, c'est déjà de laisser le corps faire seul. Le repos, le repos, le repos, le repos. Mais le repos de l'esprit, le repos du mental et le repos du corps. Il n'y a pas à être ultra interventionniste dans une dynamique de détoxination. Parfois, les plantes peuvent être un appui, la phytothérapie peut être un appui. L'aubier de tilleul, le chien-dent, le sureau, l'ortie, la bardane, je ne sais pas, le pissenlit, ce qu'on veut, toutes ces plantes-là drainantes. Mais sur un organisme épuisé, les principes, ce n'est pas la plante qui détoxifie l'organisme, c'est le principe actif de la plante, utilisé par le système nerveux de l'individu, qui va venir opérer quelque chose. La plante en elle-même ne soigne rien, ne détoxifie rien. C'est l'utilisation que le corps peut en faire. Et cette possibilité, c'est en fonction des ressources vitales nerveuses. Donc, chercher à détoxifier son organisme, c'est avant tout à retrouver de l'énergie nerveuse. Donc, l'apaisement du mental et l'apaisement émotionnel vont permettre déjà à eux seuls de détoxifier. Ensuite, on ne va même pas rajouter des choses pour détoxifier, on va enlever ce qui est le plus intoxifiant. Quelles sont les sources les plus intoxifiantes? En 1, les céréales à gluten. En 2, le sucre. On pourrait les mettre sur un pied d'égalité. C'est assez partisan ce que je viens de dire, c'est pas grave. Sucre. Les produits laitiers, mais surtout ceux à base de lait de vache pasteurisé. Les aliments hautement transformés ou hautement cuits, qui entraînent des acrymalides, des réactions de Maillard, des destructions de nutriments, enzymes, vitamines, minéraux, oligo-éléments. La nourriture frite, la charcuterie, telle qu'elle est faite traditionnellement. Traditionnellement, c'est-à-dire pas dans la tradition, où là elle pourrait passer, mais je veux dire aujourd'hui de manière industrielle, des fois même, quand bien même si elle est artisanale. Certains artisans peuvent utiliser des outils de production industrielle. L'alcool fort, notamment le vin blanc. Ce sont ici les, j'allais dire poison, donc je dis poison majeur. Sont-ils tous à éliminer drastiquement? On serait tenté de dire oui. Mais en fait, si tout à l'heure j'ai dit que l'alimentation était le levier le plus important, ça veut dire qu'il y a d'autres leviers. Donc en définitive, on pourrait se permettre certains écarts si on active l'ensemble des autres leviers. Si on dort suffisamment, si on est suffisamment épanoui au niveau émotionnel, si on a une recherche minimum de spiritualité, si on fait un minimum d'activité physique, là oui. Et souvent, quand on parle de détoxination, un tel va dire, oui mais regarde, telle personne mange mal et elle vit bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait en dehors de son alimentation? Si elle médite 4 heures par jour,
si elle fait 3 heures par jour de sport. Évidemment que ça viendra compenser les toxines et l'acidité amenées par l'organisme au niveau de la nourriture. Je peux aussi tout à fait m'intoxifier en mettant des produits inadaptés sur mon corps. J'ai eu une personne en consultation il y a peu de temps qui avait eu 2 cancers consécutifs. Et donc on travaillait sur son foie qui était extrêmement fatigué. Puis on échangeait, on devait être en troisième séance. C'était quelqu'un du coup avec ces 2 expériences de cancer qui avait développé une grande ouverture sur les choses de la vie, puis une grande écoute de son corps. Il est devenu très sensible. Et donc, bon, elle me racontait qu'elle avait été accompagner une de ses amies à un salon de bien-être. Elle s'était fait poser, elle ne met jamais de vernis, elle s'était fait poser du vernis. Voilà. Ou c'était sur les pieds et sur les mains. Et le soir même, elle est prise de violents maux de tête. Dimanche. Le lundi, pareil. Et là, elle fait le lien. Ça lui était déjà arrivé, puisque les fixateurs des vernis contiennent des métaux lourds. Et du coup, elle a rappelé la personne qui lui a posé le vernis pour se le faire enlever. Petite parenthèse, hein, donc la repose du deuxième vernis était gratuite, mais la dépose était payante. Voilà, donc c'était... Je lui ai dit, vous ne pouvez pas le faire vous-même, etc. Donc en fait, sinon vous allez vous abîmer les ongles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle lui a limé les ongles, donc elle lui a enlevé la première couche. Pellicule de l'ongle, bref. Et 4 heures après, plus de maux de tête. Tout ça pour dire qu'il y a une responsabilité énorme à savoir ce qu'on met comme produit sur notre peau. Elle, c'est effectivement exacerbé parce qu'elle a un foie qui est déjà très congestionné. Tout ce qu'on va mettre sur notre peau est filtré par le foie. Mais tout ce qui est cosmétique, les parfums, les crèmes hydratantes, les crèmes apaisantes, les crèmes nourrissantes, réparatrices, tout ce qu'on veut. De quoi sont-elles composées? Et on peut évidemment s'intoxifier beaucoup par la peau, parce que j'ai dit que c'était une muqueuse d'échange interne-externe. Tout à l'heure, je parlais de l'extériorisation par les problèmes cutanés. Mais on fait rentrer aussi beaucoup de choses. Donc là, on va dire, bah, oui, ça atteint cette personne parce qu'elle est extrêmement sensible. Mais peu importe, ça dénote quand même une capacité de ce vernis qui paraît tout à fait banal, anecdotique. D'ailleurs, on en donne aux jeunes filles. Hein. Vous verrez des fillettes de 4-5 ans déjà avec du vernis. C'est rigolo. Et donc du coup, enfin c'est pas rigolo, on dit que c'est mignon. Et donc du coup, on ne fera jamais le lien. Elle a fait le lien parce qu'elle est à l'écoute de son corps, elle a réfléchi et que ça lui est déjà arrivé. Mais combien de personnes additionnent des éléments intoxifiants comme ça? Du vernis, du dentifrice, du mascara, des crèmes, plus des additifs alimentaires dans la nutrition. Et comment on peut trouver la cause d'une maladie? Et le médecin peut se gratter la tête, et le naturopathe peut se gratter la tête. Ça peut être des choses, mais extrêmement anecdotiques qui peuvent nous intoxifier. Et moi, j'aurais jamais pensé à ça. La majeure partie des éléments que je peux retransmettre aujourd'hui me sont autant amenés par l'apprentissage que la transmission d'expériences de gens plus expérimentés que moi, que par le rapport d'expérience individuel des gens que je peux rencontrer en séance, et qui est tout à fait surprenant. Et évidemment que si on reste dans une posture égotique et puis fermée du savoir, on va me botter en touche. On va dire, mais vous dites n'importe quoi. Les maux de tête ne peuvent pas être déclenchés par la pose d'un vernis. Or, quand on regarde la composition du vernis, oui, ça peut être le cas. Par capillarité, ces métaux lourds qui jouent le rôle de fixateur peuvent avoir une grande nocivité. Elles peuvent générer une grande toxémie. Donc c'est vraiment à intégrer qu'il y a des formes très, très sournoises de possibilités de s'intoxifier. Et très souvent, il y a peu de capacité à éliminer.
on voit une recrudescence des insuffisances rénales, des dialyses. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas génétique, ce n'est pas dans l'air du temps. Ce qui est dans l'air du temps, c'est le fait de les surcharger en toxines. Ce n'est pas dans l'air du temps qu'il y ait une multiplication des ablations partielles du foie, donc par chance, il repousse, mais ce n'est pas dans l'air du temps non plus qu'il y ait une multiplication des nécessités de greffe d'organes. Ce n'est pas dans l'air du temps non plus que certaines pathologies apparaissent dans certains contextes géographiques et économiques, industriels, et pas dans d'autres. Évidemment que c'est ce qui va générer de la toxémie, qui va conduire à ces nouvelles données. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites pour les dons d'organes. Il devrait y avoir en accompagnement de ces campagnes de la prévention. C'est-à-dire de dire qu'est-ce qui, au final, fatigue les organes qu'on doit changer. Or ça, ce n'est pas fait. S'il y a une recrudescence des nécessités de greffer des nouveaux reins, ce n'est pas pour rien, excès de toxines. Même chose pour le foie. Ce sont toujours les organes filtres. S'il y a des ablations partielles du côlon, ce n'est pas pour rien non plus. Ça touche à chaque fois les organes filtres. S'il y a des ablations de la vésicule biliaire qui sont en explosion, ce n'est pas anecdotique. Regardez, ce sont à chaque fois des organes filtres qui gèrent les toxines. Or, en prévention, on peut faire un travail gigantesque en incluant dans notre vie des phases de détoxination pour ces organes et l'ensemble de l'organisme. La prévention, tout ce qui est ce qu'on appelle médecine anti-âge, etc., devrait être perçue essentiellement par le prisme d'une bonne hygiène de vie au sens large et de détoxination imposée par nous-mêmes à notre organisme pour qu'il restaure ses capacités d'auto-guérison, d'autorégulation. Il n'y a pas grand-chose à faire quand vous avez un trouble de santé, c'est de laisser le corps faire. L'homéostasie et l'auto-guérison sont des fonctions inhérentes à tout organisme vivant. La cicatrisation se fait toujours d'elle-même, qu'elle soit externe ou interne. La régulation des électrolytes, les équilibres nutritionnels, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Vous avez les transmutations biologiques de Kervran. Tout ça, c'est absolument fascinant à observer. Et ça ne peut se produire que sur un organisme qui a suffisamment de vitalité nerveuse et des capacités à produire des effets biochimiques, donc à être préalablement détoxifié. Le message qui doit être transmis par les thérapeutes spécialisés, mais aussi au niveau du grand public dans la sphère personnelle, c'est de pousser les gens à ne plus être dans une... Parce que c'est vrai que le monde dans lequel on vit est exigeant, donc du coup on a recours à des stimulants ou à des plaisirs pour combler la difficulté dans laquelle on évolue, plutôt que d'être dans prendre plus, et en généralement prendre mauvais, et justement se donner des périodes de repos. J'ai parlé du jeûne, mais ce n'est même pas une nécessité. Simplement de faire des diètes légères de temps en temps, une fois par semaine, un jour par semaine, au départ, mais après ça peut être à chaque changement de saison. Pendant 2-3 semaines, là, on est en été, mais à l'automne, une monodiète de raisin, une cure de sève de bouleau au printemps, j'en sais rien, il y en existe plein. Manger par exemple essentiellement qu'à 70% cru l'été, en fruits et légumes c'est facile, voilà, manger de saison. Tout ça, ça permet de faire des diètes, des détoxinations, et on retrouve une vitalité de l'organisme et un effondrement des symptômes qu'on croyait, avec fatalité, impossible à endiguer. Or, c'est tout à fait possible. Il faut simplement laisser la possibilité à l'organisme de le faire, donc apporter moins de toxines à gérer et retrouver de l'énergie nerveuse pour pouvoir accomplir des fonctions qui ne sont pas nouvelles, mais simplement propres à l'être humain et qui sont la plupart du temps
endormi et je dirais assommé par un mode de vie qui est trop déséquilibré.